Le 19 avril 1993, à 12h07, dans le Mount Carmel Center, à l'extérieur de Waco, au Texas. Le son d'explosion résonnait dans l'air tandis que le complexe des Davidiens de Branch était englouti dans les flammes. Le char d'assaut de l'FBI, le Buffalo, tirait du gaz CS dans le bâtiment. Le feu se répandait rapidement, et la situation dégénérait complètement. C'était le moment où tout allait de travers, changeant le cours de l'histoire à jamais. Alors que je décris cette scène, je veux que vous imaginiez le chaos qui se déroulait. Les flammes léchaient les vitres, et la fumée s'élevait haut dans l'air. Le complexe paisible qui était autrefois était maintenant une zone de guerre, avec des balles volant de tous côtés. L'ATF et l'FBI étaient coincés dans une bataille désespérée avec les Davidiens de Branch, et il semblait que personne ne sortirait indemne. Le résultat était presque certain, avec la mort et la destruction menaçant de s'abattre sur le paysage. Le responsable, ou plutôt, l'instigateur de cette catastrophe, était la décision de l'FBI de prendre d'assaut le complexe. Ils avaient entouré le bâtiment, coupant toutes les routes d'évasion, et puis ils avaient percé les murs. Les conséquences étaient terribles, et il faudrait des années pour que la pleine étendue de la tragédie soit révélée. Les hommes et les femmes à l'intérieur n'étaient pas seulement en train de lutter pour leur vie, mais pour leur foi et leur mode de vie. C'était une prise de position contre le gouvernement, contre la loi, et contre la culture majoritaire. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, je vais vous emmener à l'époque qui a mené à ce moment. Les témoins décrivent avoir entendu le son de tir, suivi du rugissement assourdissant des explosions. Certains disent avoir vu un char d'assaut entrer dans le complexe, tirer son canon, tandis que d'autres affirment que c'étaient les Davidiens de Branch qui tiraient à rebours. Quoi que soit la vérité, une chose est certaine, c'était une scène d'horreur inimaginable. Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux pour trouver une ruine fumante, avec des corps calcinés encore éparpillés dans le complexe. Avant de poursuivre, appuyez sur la touche de souscription et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. N'oubliez pas de liker et de partager ce vidéo, et je vous reverrai dans le prochain. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire. Les Davidiens de Branch, dirigés par David Koresh, vivaient dans le Mount Carmel Center depuis plus de 20 ans. C'était une communauté utopique, avec ses propres règles et ses propres lois. Ils croyaient en une interprétation unique de la Bible, qui les distinguait de la reste du monde. Mais à mesure que le temps passait, les tensions commencèrent à monter entre la communauté et le monde extérieur. Le gouvernement commença à se méfier, et ils commencèrent à surveiller le complexe. Au fil des mois, il est devenu clair que le gouvernement n'était pas seulement intéressé à surveiller le complexe, ils étaient en train de planifier quelque chose de beaucoup plus important. Les Davidiens de Branch étaient surveillés, et il ne restait plus qu'un temps avant que le gouvernement ne fasse leur mouvement. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que le gouvernement n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient en train de se lancer. Ils allaient bientôt le découvrir, à leur horreur, que les Davidiens de Branch n'étaient pas juste un groupe de membres de culte apocalyptique sans danger. Ils étaient une force à ne pas sous-estimer. La figure centrale de ce tragique cas a été David Koresh, né Vernon Wayne Howell, âgé de 33 ans au moment de l'épisode célèbre de la confrontation armée. Il résidait à Mount Carmel, un complexe à Waco, au Texas, qui abritait les Davidiens de la Branch, un groupe dissident de l'Église adventiste du 7e jour. La vie de Koresh était entourée de mystères, mais on sait qu'il travaillait comme soudeur et musicien avant de devenir le leader des Davidiens de la Branch. Il était marié à plusieurs femmes, et les rumeurs de polygamie l'entouraient. Sa personnalité charismatique et son statut autoproclamé de figure messianique attiraient une fidèle adhésion. La vie quotidienne de Koresh était un mélange complexe de spiritualité, de famille et de communauté. Il était le leader incontesté des Davidiens de la Branch, et ses adeptes lui faisaient confiance sans réserve. Koresh croyait à la préparation à l'Apocalypse et croyait qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ. Il avait une réputation d'être aimable et bienveillant envers ses adeptes, et beaucoup le voyaient comme un père figure. La vie de Koresh était également marquée par la controverse et les rumeurs d'abus d'enfants, mais ces allégations étaient largement ignorées par le monde extérieur. La perception publique de Koresh était multifacette, mais une chose était certaine, il était un personnage sympathique et relatable pour de nombreux de ses adeptes. Ils le voyaient comme une figure messianique qui les mènerait à la salut, et sa charme et sa confiance inspiraient la dévotion. La capacité de Koresh à se connecter avec ses adeptes sur un plan émotionnel les rendait plus disposés à le suivre, même si cela signifiait défier la loi.
Il avait une capacité unique à rendre les concepts théologiques complexes accessibles, ce qui renforçait encore son emprise sur ses adeptes. Le magnétisme de Koresh était indéniable, mais à quel coût? Les relations de Koresh avec ses adeptes étaient bâties sur la confiance et un sens partagé de la mission. Il se voyait comme un père à ses adeptes, et ils à leur tour le regardaient comme un leader spirituel. Le cercle intime de Koresh se composait d'un petit groupe de conseillers de confiance, notamment Clive Doyle et Livingston Fagan. Ils étaient dévoués à lui et croyaient en sa mission, mais cette loyauté sans faille finit par sceller le sort des Davidiens de la branche. À mesure que les mois précédant l'épisode se rapprochaient de leur fin, la tension entre les Davidiens de la branche et les autorités atteignait un point de rupture. Ce qui changeait dans les mois précédant l'incident était la pression croissante du gouvernement pour enquêter sur les Davidiens de la branche. L'ATF avait été en train de surveiller le groupe pendant des années, et les enseignements et la vie de Koresh étaient considérés comme une menace pour l'ordre établi. La réponse de Koresh était de se préparer à l'apocalypse, en construisant un complexe fortifié et en stockant des armes. Cette préparation était considérée comme une provocation par les autorités, qui étaient impatients de se confronter à eux. Le résultat de la confrontation armée n'était pas certain, et le sort de Koresh pendait précarim dans le balance. Les premiers signes d'alerte qui indiquaient que quelque chose allait mal étaient subtils, mais ils se révélèrent finalement être un présage de catastrophe. Les adeptes de Koresh signalèrent se sentir de plus en plus tendus et anxieux dans les mois précédant l'épisode. L'atmosphère à l'intérieur du complexe était explosive, avec une croissance du sentiment de paranoïa et de méfiance. Le cercle intime de Koresh était en état d'alerte maximale, anticipant une confrontation avec les autorités. Ils étaient prêts à se battre, mais à quel coût? Qui a remarqué les signes d'alerte et qui a été ignoré? L'ATF avait été en train de surveiller les Davidiens de la branche pendant des années, mais ils étaient divisés sur la façon de procéder. Certains voyaient Koresh comme une menace légitime, tandis que d'autres étaient plus sympathiques à sa cause. La réponse du gouvernement était un classique exemple d'inertie bureaucratique, avec plusieurs agences concurrentes pour le contrôle et l'influence. Le résultat de la confrontation armée n'était pas certain, et l'horloge était en train de tourner. À mesure que la confrontation armée se rapprochait, la tension entre les Davidiens de la branche et les autorités atteignait un point de rupture. Les adeptes de Koresh étaient en état d'alerte maximale, anticipant une confrontation avec l'ATF. Ils étaient prêts à se battre, mais à quel coût? Le résultat de la confrontation armée n'était pas certain, et l'horloge était en train de tourner. Qui émergerait victorieux, et à quel prix? La question qui oblige le spectateur à continuer à regarder est, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est un matin froid d'avril 1994, le soleil est à peine percé à travers les nuages à Waco, au Texas, tandis que les conséquences de la prise d'otage de 51 jours entre l'FBI et les Davidiens de la branche prennent place au centre de la scène. La ville, autrefois paisible, est maintenant un hub d'activité, avec les équipes de médias et les officiels de la police qui se précipitent pour traiter les événements dévastateurs qui se sont déroulés. L'air est lourd d'anticipation et de désespoir, tandis que la nation lutte avec les conséquences de la siège tragique. La température est d'un froid de 10 degrés, et un léger vent porte les murmures des résidents de la ville, encore sous le choc de l'horreur. Au fur et à mesure que le jour commence, le monde est au bord d'un nouveau chapitre de l'épopée de Waco. Les événements qui ont conduit à ce point étaient la culmination d'une série complexe de malentendus et d'erreurs catastrophiques. La prise d'otage a commencé en février 1993, lorsque l'ATF et l'FBI ont lancé une opération ratée contre le complexe des Davidiens de la branche, entraînant la mort de 4 agents et 6 Davidiens. La prise d'otage qui a suivi, de 51 jours, a été marquée par une série de confrontations tendues, de négociations échouées et d'une opération ratée qui a finalement conduit au feu qui a consumé le complexe. L'utilisation par l'FBI du gaz CS et le fait de ne pas établir un canal de communication sûr avec les Davidiens étaient juste quelques-unes des nombreuses erreurs qui ont contribué à la catastrophe. Alors que la prise d'otage traînait en longueur, la nation regardait avec horreur tandis que la situation continuait à déraper de contrôle. Les événements du 19 avril 1993 seront à jamais gravés dans les mémoires de ceux qui les ont vus. L'FBI a lancé une ultime attaque contre le complexe, en utilisant des chars pour percer les murs et du gaz CS pour essayer de faire sortir les Davidiens. La scène était celle de la folie pure, avec des flammes éclatant et des coups de feu retentissants tandis que les Davidiens se défendaient. L'utilisation par l'FBI du gaz CS a fait en sorte que les flammes se propagent rapidement,
et le complexe a été consumé par un incendie dévastateur qui a tué 76 personnes, dont 25 enfants. Alors que l'incendie faisait rage, l'FBI a continué à échanger des coups de feu avec les Davidiens restants, entraînant la mort de plusieurs autres. C'était un jour qui allait entrer dans l'histoire, et un qui allait briser la confiance de la nation dans ses agences de police. Le plus choquant de ce crime est l'échelle de la tragédie. 76 personnes ont perdu la vie dans un seul et unique acte de violence sans raison. Des enfants, des femmes et des hommes, tous des victimes innocentes d'une catastrophe de leadership et de communication. Le fait que l'FBI ait utilisé le gaz CS de manière à exacerber l'incendie, entraînant de telles conséquences dévastatrices, est une révélation ahurissante qui hantera la nation pendant des années à venir. C'est un crime qui laissera les spectateurs abasourdis, et un qui va rester dans leurs esprits longtemps après que le générique ait apparu. Nous allons plonger dans l'enquête de Waco, les conséquences. Après les événements tragiques qui se sont déroulés en 1993, les autorités ont d'abord répondu à la scène en fermant le périmètre et en essayant d'établir un contact avec les Davidiens de la branche. Cependant, leur approche a été rencontrée avec la résistance du leader du groupe, David Koresh. Les policiers ont d'abord essayé de négocier, mais les choses ont rapidement escaladé lorsque l'essai d'arrestation de David Koresh et d'autres adeptes a abouti à une confrontation violente. Le FBI a été appelé pour reprendre la situation, mais leurs tactiques ont été critiquées pour être trop brutales et ont finalement conduit à une confrontation sanglante. Le FBI et l'ATF ont été critiqués pour leur gestion de l'événement, qui a abouti à la mort de 76 personnes, y compris de nombreuses femmes et enfants. Après la prise de position, les autorités ont été sous pression pour identifier ceux responsables de la tragédie. Pour faire cela, ils ont commencé à se concentrer sur les membres survivants des Davidiens de la branche, et les procès qui ont suivi ont fourni la clé pour débloquer la vérité derrière les événements menant à la confrontation. Le procès a comporté des témoignages de témoins clés, y compris Carol O., une ancienne néo-nazie qui avait infiltré le groupe et recueilli des informations pour les autorités. La prosécution a également dépendu lourdement du témoignage de Vernon Howell, un jeune David Koresh qui s'était dégoûté des activités du groupe. Le procès est devenu un drame à haut risque qui a captivé la nation. Alors que l'enquête continuait, les autorités ont dirigé leur attention vers Timothy McVeigh, qui avait une réputation de terroriste domestique. Au début, il semblait être un suspect principal, compte tenu de ses vues extrémistes et de ses éventuelles connexions avec les Davidiens de la branche. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que l'alibi de McVeigh pour le moment de la prise de position était valide, et il a finalement été éclairci comme suspect. En fait, l'équipe de défense de McVeigh a même utilisé la prise de position de Waco comme une défense dans son procès pour l'attentat de l'État d'Oklahoma. Malgré sa connexion initiale au cas, le rôle de McVeigh dans l'enquête a finalement été jugé sans importance. Cependant, l'enquête a découvert une piste qui semblait prometteuse à l'époque, mais qui s'est finalement révélé être un piège à conséquences. Les autorités sont devenues fixées sur George Rodan, un leader précoce de la secte davidienne, et son rôle potentiel dans les événements menant à la confrontation. Malgré une enquête approfondie, il n'y a jamais eu de preuves concrètes liant Rodan à la tragédie. En fait, de nombreux témoins et insiders qui ont été interrogés semblent douter de l'implication de Rodan, et il est finalement devenu une figure mineure dans l'enquête. À la rétrospection, cette distraction a probablement gaspillé des mois de temps et de ressources précieux. L'une des plus grandes erreurs que les enquêteurs ont commises était leur incapacité à reconnaître les signes d'avertissement d'un potentiel désastre. Les autorités étaient au courant que les Davidiens de la branche stockaient des armes et se préparaient à un affrontement, mais elles semblaient impuissantes à arrêter la catastrophe imminente. La confrontation elle-même a été un désastre, avec un issue tragique qui hantera la nation pendant des années à venir. Les conséquences de l'événement ont soulevé des questions importantes sur le rôle de la police et l'équilibre entre les droits individuels et la sécurité publique. La tragédie de Waco est devenue un symbole de la face sombre de la société américaine. La communauté a été choquée par les nouvelles de la tragédie, et de nombreux ont été laissés se demander comment quelque chose comme cela pouvait se produire dans leur quartier. La petite ville de Waco a été changée à jamais par la tragédie, et la communauté